Bonjour et bienvenue dans Envahissante. Dans ce troisième épisode, nous allons passer au crible les espèces indigènes et endémiques pour mieux les comprendre. Avec environ 570 plantes endémiques, la Polynésie française est la collectivité française d'outre-mer avec la flore primaire la plus originale. Mais c'est aussi celle avec le plus d'espèces menacées ou éteintes. Alors comment les espèces indigènes et endémiques sont-elles arrivées sur les territoires polynésiens? Pourquoi sont-elles si vulnérables face aux envahissantes? Et quelle est leur place dans des écosystèmes déjà envahis par les espèces exotiques? C'est ce que nous allons découvrir sans plus attendre. Pour commencer, il faut bien comprendre comment les espèces indigènes et endémiques de Polynésie se sont implantées à la base. Alors bon, une île c'est très simple, c'est un petit bout de terre au milieu de l'océan. Mais du coup on peut se demander, comment le règne végétal a-t-il pu réussir à coloniser ces terres complètement isolées? Eh bien, il a fait avec ce qu'il avait, à savoir le vent, les oiseaux marins, et puis tout simplement l'eau. Maintenant, comme c'est super loin, il y a bien sûr plein de familles de plantes qui ne sont pas arrivées jusqu'aux îles, et ce manque de diversité, ça s'est traduit par une assez faible pression évolutive en termes de compétitivité. Et ça, aujourd'hui, c'est très favorable aux espèces exotiques. Mais bon, restons concentrés sur nos espèces indigènes qui ont dû évoluer dans un tout petit espace à plus de 5000 km des continents. Et bien en fait, ces conditions, qui sont très particulières, sont à la source de ce qu'on appelle le syndrome d'insularité. D'abord, l'éloignement géographique limite le brassage génétique au sein des populations. Et les espèces évoluent en se différenciant de leurs ancêtres qui sont moins habitués à un habitat insulaire. On a donc une flore endémique qui se développe sur ces territoires. Ensuite, on observe une sédentarisation. Au cours de leur évolution, les espèces vont venir perdre leur capacité de dispersion et souvent, c'est la perte du lien avec le disperseur qui est en cause. On peut prendre l'exemple des fruits du Pisonia qui sont devenus lisses et donc ne peuvent plus s'accrocher au plumage des oiseaux. Enfin, les espèces endémiques ont évolué en l'absence de prédateurs, donc elles n'ont pas développé de mécanisme de défense pour se protéger. Mais ce n'est pas tout. En contexte insulaire, de nombreux phénomènes originaux sont observés. Par exemple, on peut trouver des cas de gigantisme ou de nanisme pour certaines espèces. Aussi, on observe une lignification des herbacées. Mais, vous me direz, qu'est-ce donc que ce terme étrange? En fait, de nombreuses petites plantes qu'on trouve sur les continents s'avèrent être assimilées à des arbres en Polynésie. Leur croissance est beaucoup plus haute, leurs tiges se rigidifient comme les troncs et branches des arbres pour pouvoir soutenir le port de la plante. Cela peut s'expliquer par l'absence d'arbres notamment, dans certaines niches, et les herbacées ont donc évolué en profitant de cet espace. Toutes ces conditions particulières ont donné des espèces très originales en termes de couleur, forme ou mode de reproduction. Mais cela fait également que ces espèces sont peu compétitives et très sensibles aux perturbations de leur milieu. On assiste donc à des extinctions locales des espèces indigènes. La disparition des habitats caractéristiques laisse place à des forêts denses d'espèces exotiques, parfois même monospécifiques, comme dans le cas du Miconia. Les ripisylves, qui correspondent à la végétation en bord de rivière, sont maintenant quasiment exclusivement constitués d'arbres envahissants, comme le tulipier ou le cicropia, qui sont fragiles et se cassent facilement, provoquant ainsi une érosion importante et des embâcles dans les rivières, gênant les espèces aquatiques comme les anguilles par exemple. Elles augmentent aussi le risque d'inondation, qui menace les populations locales. De même, les espèces d'oiseaux endémiques en danger d'extinction construisent leurs nids dans ces arbres qui se retrouvent détruits lorsque les branches tombent. Selon les dernières estimations de la liste rouge mondiale de l'UICN, les espèces exotiques envahissantes seraient impliquées dans 53% des extinctions d'espèces recensées dans les collectivités françaises d'outre-mer. L'ampleur de l'impact des envahissantes doit être rapprochée des différents bouleversements anthropiques que connaît le territoire. En plein développement, les constructions sur les îles fleurissent. Rivières bétonnées, forêts rasées et montagnes sculptées sont d'autant de facteurs perturbant les milieux et favorisant le développement des envahissantes. Sans compter également le rôle du changement climatique. La présence des espèces exotiques envahissantes a des conséquences réelles, non seulement sur les écosystèmes, mais également sur l'économie, notamment dans le secteur agricole. La petite fourmi de feu, récemment arrivée en Polynésie française, a déjà colonisé de nombreuses îles
et rendent difficiles les récoltes. Elles piquent les agriculteurs et favorisent le développement de populations de ravageurs, comme les cochenilles ou les pucerons, en les protégeant de parasites et prédateurs. Les rats, eux, présents depuis des siècles, consomment les fruits comme les oranges et les cocos. Dans les îles où l'impact du rat noir a été étudié, les pertes de coprah varient entre 20 et 80% de la récolte et peuvent atteindre 90% à basse altitude et en période de sécheresse. Les herbivores sauvages introduits, comme les chèvres, cochons et bovins, et les oiseaux introduits, comme le busard de Gould ou le bulbul, menacent également les faapous. Les espèces végétales, elles, semblent avoir encore un impact direct assez minime. Bien sûr, la modification des écosystèmes et de la biodiversité par ces espèces a des conséquences indirectes, notamment sur les espèces exotiques, mais qui sont plus difficiles à quantifier. Les nouvelles relations entre espèces endémiques et envahissantes complexifient les moyens de lutte et de gestion. Et cela devient un véritable casse-tête pour les chercheurs, les associations et les institutions gouvernementales. Mais alors, quelles sont concrètement les actions qui sont menées pour préserver ces espèces et leur habitat ? C'est ce que nous verrons très prochainement. Merci d'avoir suivi cet épisode et à bientôt pour la suite.